Bonjour. Après avoir vu la démarche de l'audit, aujourd'hui on va voir les outils et les techniques de l'audit financier afin d'obtenir les éléments probants. On va voir successivement donc l'examen analytique ou revue analytique, l'observation physique, la circularisation des tiers, validation par rapport aux pièces justificatives, les recoupements internes, l'appréciation des évaluations et enfin la lettre d'affirmation. On commence donc par l'examen analytique, appelé aussi revue analytique. L'examen analytique est défini comme étant l'analyse des fluctuations par rapport au budget, aux chiffres des années précédentes et à tout autre chiffre de référence approprié. Il comporte également l'évaluation des explications de vraisemblance en relation avec d'autres informations et avec la connaissance qu'a le chef d'entreprise des événements et faits en liaison avec son entreprise. Il s'agit donc de faire des comparaisons entre les données résultant des comptes annuels et des données antérieures pour analyser bien sûr l'évolution. Aussi, comparer les données résultant des comptes annuels aux données postérieures et prévisionnelles, avec les données bien sûr d'entreprises similaires. Et le but, c'est établir des relations entre elles afin d'analyser les fluctuations et les tendances, étudier et analyser les éléments inhabituels résultant de ces comparaisons. L'intérêt de l'examen analytique est de permettre à l'auditeur, bien sûr, d'identifier des éléments significatifs, soit par rapport au type de transaction, par exemple, événement particulier de l'exercice, création d'une nouvelle ligne de produit, ouverture d'une nouvelle entité géographique ou juridique, mise en place d'un nouveau système. Il permet également de vérifier la régularité et la sincérité, surtout pour certains comptes de charges et de produits ou d'actifs ou de passifs représentant des montants faibles, et aussi bien sûr vérifier la cohérence des comptes annuels entre eux, y compris les TIC et avec le dossier de travail. Pour effectuer l'examen analytique, l'auditeur peut recourir à différentes techniques. On commence par la première, à savoir la revue de vraisemblance. Il s'agit d'un examen critique d'informations pour identifier celles qui sont a priori anormales, par exemple un compte client sans nom, un solde débiteur d'un compte ordinairement créditeur, ou bien l'inverse, un solde créditeur d'un compte ordinairement débiteur. C'est le cas où le compte caisse, par exemple, présente un solde créditeur. Vous savez que c'est anormal. Ou bien un libellé incohérent. Cette technique de revue de vraisemblance permet d'expliciter principalement les anomalies flagrantes. La deuxième technique, c'est les comparaisons de données absolues, c'est-à-dire ici, on va suivre l'évolution de certains montants de certaines charges, par exemple. Troisième technique, c'est les comparaisons de données relatives. Par exemple, on va comparer le pourcentage d'une charge par rapport au chiffre d'affaires ou bien le pourcentage d'une charge par rapport aux charges totales. Et enfin, nous avons analyse des tendances. Il s'agit d'appliquer des analyses sur des périodes plus longues pour essayer d'en tirer des règles plus précises sur les relations qui existent entre les données utilisées. Exemple, analyser la progression des ventes sur plusieurs exercices pour déterminer un taux de progression normal. La deuxième technique est l'observation physique. Elle consiste en l'examen des procédures et de leur mise en œuvre. C'est notamment l'un des moyens utilisés pour s'assurer de l'existence d'un actif, bien sûr à travers les opérations d'inventaire, principalement pour vérifier l'existence des stocks, l'existence des immobilisations corporelles, l'existence des effets par exemple, et l'existence des espèces en caisse. Remarque, certaines entreprises, au lieu de procéder à un inventaire complet de fin d'exercice, ont recours aux inventaires tournants, c'est-à-dire réaliser l'inventaire plusieurs fois dans l'année, ou à un inventaire à une date antérieure à la clôture. Prenons le premier cas, c'est le cas d'inventaire tournant.
L'auditeur se fait communiquer le programme de comptage et doit programmer son assistance au moins aux inventaires les plus importants. Il doit par ailleurs s'assurer que le programme est respecté et que les écarts décelés sont correctement ajustés au fur et à mesure. Il vérifie également la séparation des exercices. Dans le deuxième cas, c'est le cas où l'inventaire a eu lieu avant la date de clôture. Dans ce cas, l'auditeur doit non seulement y assister, mais procéder à un contrôle des mouvements entre la date d'inventaire et la clôture de l'exercice. En outre, il devra s'assurer que les fiches de stock ont été correctement ajustées des écarts d'inventaire et que ceux-ci ne sont pas dus à une mauvaise séparation des périodes. Enfin, la séparation des exercices devra également être vérifiée à la fin de l'exercice. La troisième technique, c'est la circularisation des tiers. Donc la circularisation ou la confirmation directe est une technique d'audit qui consiste à demander à un tiers ayant des liens d'affaires avec l'entreprise vérifiée de confirmer directement à l'auditeur des soldes, des opérations ou toute autre information. Cet outil permet donc à l'auditeur d'obtenir directement auprès des tiers, il peut s'agir des clients, des fournisseurs, des banques, des assurances, etc., en relation avec l'entité contrôlée, des informations sur les opérations effectuées avec elle. Par exemple, le tiers ici peut être un client dans le cas d'une opération de vente ou bien un fournisseur dans le cas d'une opération d'achat. Le niveau de preuve ainsi traité peut être considéré comme fiable. L'information obtenue permettant de vérifier donc la réalité et l'exhaustivité des opérations. La quatrième technique, c'est la validation par rapport aux pièces justificatives. Parallèlement aux autres techniques de contrôle, l'audit implique l'examen d'un volume important de documents. On peut faire la distinction entre quatre catégories de pièces. Tout d'abord, nous avons les pièces créées à l'extérieur de l'entreprise et gardées par elle. Il s'agit par exemple des factures fournisseurs, les bons de commande reçus des clients, la correspondance reçue des tiers et les relevés bancaires. La force probante de ces documents est bonne si l'entreprise n'y a pas apporté de modifications, c'est-à-dire l'entreprise n'a pas modifié ses pièces. Deuxième catégorie, nous avons les pièces créées par l'entreprise et qui portent la marque d'une circularisation extérieure, bien sûr, par une tierce personne. Il s'agit par exemple des effets à recevoir acceptés, les bordereaux de remise des valeurs à la banque, les doubles des bons de livraison signés et cachetés par le client. La force probante de ces documents peut être aussi assimilée à celle des documents créés à l'extérieur de l'entreprise et conservés par elle. Troisième catégorie sont les pièces créées par l'entreprise et adressées à des tiers. Il s'agit par exemple des factures clients, les bons de commande adressés aux fournisseurs, la correspondance adressée à des tiers. La force probante de ces documents est moindre. Il faudra analyser si ces documents sont confirmés par des documents créés par des tiers, exemple le cas du règlement des clients. Enfin, nous avons les pièces créées et retenues par l'entreprise. Il s'agit par exemple des ordres de fabrication, bons de sortie, demandes d'achat. Cette catégorie de pièces a la force probante la plus faible, en raison bien sûr, soit de la création de pièces sur ordre de la direction pour justifier des opérations fictives, soit la création de pièces fictives pour dissimuler des fraudes commises. Toutefois, ces documents seront d'autant plus probants que le contrôle interne sera fiable et important. Circulation de documents entre plusieurs mains avec apposition d'un visa à chaque manipulation ou vérification pour éviter tout risque de manipulation. La cinquième technique, ce sont les recoupements internes. Comme vous le savez bien, la véracité d'un élément est meilleure lorsqu'il y a différentes sources d'informations. L'auditeur sera en effet satisfait si une opération pourra être confirmée grâce au rapprochement de chiffres ou de faits provenant de sources différentes. Quelques exemples de recoupements internes.
On peut citer le cas de rapprochement entre amortissement et provision au bilan et dotation et reprise au compte de résultat, le CPC. On peut dire aussi le cas de rapprochement des charges de personnel au compte de résultat, CPC, d'une part, avec les journaux de la paie, les déclarations à la CNSS et les déclarations à l'IR d'autre part. C'est le cas aussi des rapprochements entre le chiffre d'affaires commercial et le chiffre d'affaires comptabilisé. Le chiffre d'affaires commercial, c'est celui qui peut être fourni par la comptabilité analytique d'exploitation. Et aussi le rapprochement entre le chiffre d'affaires déclaré à la TVA et le chiffre d'affaires comptabilisé. La sixième technique, c'est l'appréciation des évaluations. Pour certains postes, il suffit à l'auditeur d'en vérifier l'existence, sans pour autant que leur expression en unité monétaire ne pose problème. C'est le cas bien sûr des disponibilités en banque ou bien dans la caisse. Pour d'autres postes, par contre, le contrôle de l'existence se double d'une appréciation des évaluations. C'est le cas des stocks, immobilisations et créances. Prenons le cas des stocks. Une fois le contrôle des quantités effectué, il convient d'apprécier tant les principes d'évaluation retenus par l'entreprise que leur application pratique. Par exemple, le respect des méthodes de valorisation des sorties de stock. Le cas des immobilisations, il s'agit de vérifier le respect de la valorisation des immobilisations à l'entrée et à la clôture. Et pour le cas des créances, par exemple, il faut accorder un intérêt particulier à la conversion des créances libellées en monnaie étrangère et aux créances nécessitant une dépréciation. On termine cette partie par la septième technique, c'est la lettre d'information. La lettre d'affirmation est un document qui récapitule et complète à la fin des travaux certaines déclarations importantes ayant une incidence sur les projets de conclusion de l'auditeur. Elle porte sur les états de synthèse examinés et sur des éléments spécifiques pour lesquels l'auditeur ne peut obtenir d'éléments suffisamment probants. Une telle lettre permet également de rappeler aux dirigeants leurs responsabilités dans la préparation des états de synthèse et dans l'information communiquée. Notez bien que la lettre d'affirmation ne doit pas se substituer au rapport général d'audit. Donc sur ce, je vous remercie, à la prochaine fois.